Bonsoir. C'est pas facile de passer dernier, parce que l'attention, ça tient encore, ça va. Alors, petite série de questions. L'entrepreneur social est-il un mouton à 5 pattes? Pourquoi cette question? Quand j'étais étudiant en travail social, il y a un certain temps, on me disait que l'éducateur était à la fois un psychologue qui écoutait, un animateur qui faisait avec les gens, un assistant social qui informait et qui accompagnait. J'ai compris très vite qu'il fallait aussi avoir l'envie de bâtir et d'entreprendre dans ce métier parce que les publics et les besoins évoluent sans cesse. Devenu cadre assez tôt, parce qu'il m'a dit qu'il fallait parler un peu de soi, j'ai dû apprendre à gérer, j'ai dû apprendre à manager, ce qui objectivement n'est pas toujours aussi drôle que de développer. J'ai dû aussi trouver le bon équilibre entre la double commande qui est de travailler avec à la fois la double commande que tiennent à la fois les bénévoles et à la fois les salariés dans une association. J'ai dû trouver le bon équilibre et l'éthique entre la concurrence et le partenariat. Et j'ai dû apprendre à gérer au juste prix. Tout ça fait que oui, je pense qu'un entrepreneur social est un mouton à 5 pattes, parce que je pense que même dans le secteur associatif, nous sommes bien les entrepreneurs sociaux. Je vais continuer là-dessus. Alors voilà, je travaille depuis 14 ans dans une association, un groupe maintenant, qui s'appelle Aurore, qui est une vieille association, elle a plus de 145 ans, où on fait 3 métiers, on héberge, on soigne et on insère. Et à mon avis, ces 3 piliers complémentaires qui font probablement la plus-value historique de cette association, qui au départ patronnait de libérer, c'était dans les années 1870, puis s'est impliqué très vite dans la psychiatrie, donc je reviendrai tout à l'heure sur la question des arts, etc. C'est une plus-value, gérer une association qui a ces 3 piliers, si on sait travailler en transversalité, mais si on sait aussi éviter de créer une filière où on rentre à 7 ans et on sort à 77 ans. Autour de ces piliers, il y a 14 ans, on était un peu plus de 200, aujourd'hui on est un peu plus de 1400. On gère des gros budgets, parce qu'on gère 100 millions d'euros par an, et on accompagne à peu près 20 000 personnes au sein d'une centaine d'établissements et services, principalement en Île-de-France. On est dans une logique de développement raisonné. Raisonné pourquoi? Parce que ce n'est pas le développement tout azimut, et c'est là que justement les questions d'éthique et de concurrence se posent, autour de nos métiers, autour de nos valeurs, et surtout des besoins des publics et des territoires. C'est qu'aujourd'hui, je pense que la question du territoire et comment on appréhende le partenariat sur les territoires est fondamentale. Alors le développement, c'est grandir. Je vous ai mis la belle photo de la dernière bâtisse que nous louons en Seine-et-Marne, à la SNCF. On accueille une centaine de personnes et on a 30 hectares pour développer aussi, dans un futur proche, des activités d'insertion. Je le disais, pour moi, une association est une entreprise sociale parce qu'en termes de gouvernance, en termes de répartition des profits, on en a, pas souvent, en termes de démocratie interne, en termes d'échelle des salaires, on est dans la logique qui est celle, je crois, du Move et qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais en même temps, on doit gérer comme une entreprise, puisqu'on a la responsabilité du budget important et surtout au final, de personnes à qui nos services doivent profiter. Je pense qu'après, quand on s'est défini comme ça, le fait de savoir s'il faut gérer plus de 50, plus de 60% de son public pour être un entrepreneur social ne se pose pas. Je pense que la question est d'abord celle du projet. En même temps, et c'est pour ça que je posais la question, je vais revenir, on va revenir à la tout à l'heure, en même temps, les enjeux actuels, les normes, la qualité, les besoins en trésorerie font que, à mon sens, c'est indispensable d'avoir une taille critique. Moi, je la situe, en tout cas, au-dessus de 500 salariés. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut diversifier les territoires, diversifier les métiers, et rester dans cet esprit, dans un esprit décentralisé, mais où un siège va assurer des fonctions de support fortes. Et ça, on l'a quand on est une taille critique. En fait, pour tout vous dire, ce que je pense profondément, c'est qu'aujourd'hui, soit on est une boîte qui démarre une aventure et on est moins de 10 salariés, on a la souplesse de ça. Passer les 10 salariés, on rentre dans la gestion et dans l'entreprise. Et là, je dirais qu'entre 10 et 50 salariés, on rame vraiment parce qu'on fait tout. Et puis quand celui qui fait tout est fatigué, qui passe le relais, souvent ça se casse la gueule. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui au regroupement. Alors on l'appelle comme on veut, hein, c'est au sein d'un groupe, c'est au sein d'une structure quelconque. Ou bien c'est des regroupements de coopération qui se font
mais je pense qu'on a tout intérêt à trouver ces fameux traités. Voilà, donc ça c'est, on parlait des ESAT il y a 2 minutes, voilà, Aurore gère plusieurs ESAT, donc ça c'est un de nos ESAT où on sert 800 repas par jour à des centres de fixes parisiens, donc on a la rencontre entre deux publics, et effectivement ce que tu disais avant, je pense que ce qui est important, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur les autres. Et puis, avec ce type d'activité, on a appris très vite à sortir de la logique subventionnée seulement, puisqu'on doit vivre de recettes commerciales à travers toutes nos activités. Moi, j'ai monté avec des copains ma première entreprise d'insertion en 81, ça fait un peu mal quand je le dis. Aujourd'hui, on voit bien qu'à travers les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les ESAT, on voit bien que on est comme une entreprise, sauf qu'on a des handicaps que n'ont pas toujours les entreprises, puisqu'on accueille un public qui n'est pas productif, qui fatigue vite. On a des activités qui ne sont pas toujours rentables, parce que c'est aussi les activités sur lesquelles les personnes peuvent réapprendre le plus rapidement possible. Je pense au bâtiment, je pense aussi à la restauration. Voilà. Et donc, à travers ces métiers, il faut à la fois trouver les grands équilibres, certes avec des subventions, mais aussi avec des recettes commerciales. Parallèlement, gagner en autonomie, on l'apprend aussi parce que l'hébergement, ça bouge beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se contente plus de gérer les centres d'hébergement, on se lance dans des métiers qui sont des métiers de sous-bailleur social. Aujourd'hui, l'association Aurore gère un parc de 2000 logements. Et donc, quand on gère un parc de 2000 logements, ça veut dire éviter les impayés, ça veut dire éviter la vacance, ça veut dire entretenir ces logements. Et on voit très vite que l'équilibre n'est pas si facile que ça à trouver. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est vraiment dans ça, de plus en plus, dans des croisements entre des activités tout subventionnées et des activités où on doit, de fait, avoir de l'activité marchande. Quand on gère une association comme ça, on doit aussi explorer les zones grises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être prêt à aller, et c'est là, je pense, qu'on garde un esprit d'entreprise, être prêt à aller sur des nouveaux défis qui s'adressent à nous. À Paris, il se passe un truc qui doit un peu se passer à Toulouse, me semble-t-il. C'est des gens qui, aujourd'hui, pour rester dans la précarité, mais pas tomber dans l'exclusion, vont essayer de trouver des moyens de survie. La récupération dans les poubelles, le recyclage de produits trouvés de la récupération, et la revente de ces produits fait partie, pour certains, de ces moyens de survie. On a développé comme ça, à la Porte Montmartre à Paris, un espace de vente où jusqu'à il y a 3 ans, 2000 personnes se retrouvaient pour vendre à la sauvette tous les week-ends, avec tous les problèmes que ça posait à l'environnement. Et on a peu à peu organisé un marché où 300 personnes travaillent de manière sécurisée sur des petites bâches qu'on leur remet chaque week-end. Elles ont un badge pour vendre, elles ont le droit de vendre là, leur matériel n'est pas saisi. Les hommes comme les femmes peuvent travailler sans que la police leur tombe dessus. Et en même temps, ça s'organise et ça trouve sa clientèle, c'est ça qui est incroyable. Et ça fait que du coup, les maigres ressources tirées de cette économie parallèle, qui n'est plus tout à fait parallèle, permettent aux gens de garder la tête en dehors. Ça rejoint en même temps, si vous voulez, je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il rejoint peu à peu avec ces questions de récupération, toute la question de l'économie circulaire, et donc rejoint un débat plus global sur ces questions du jetable, de ce qu'on récupère, de comment on recycle, et les bifins sont des vrais recycleurs à ce niveau-là. L'emploi, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur ce sujet parce que moi je pense, mais ça a été dit très bien avant, je pense qu'aujourd'hui, je disais, héberger, soigner, insérer, l'emploi c'est capital, la remise au travail c'est capital, surtout avec des gens qui ont été longtemps éloignés de l'emploi, parce que l'emploi, et notamment l'emploi avec une fiche de paye, que produisent par exemple les chantiers d'insertion, c'est à la fois de la reprise d'activité, mais c'est aussi un vrai statut social, c'est aussi une fiche de paye. Et moi je suis très très vigilant à ce qu'on s'inscrive là-dedans. Et en même temps, travailler, ici vous avez les jardins de Sevran, modèle jardin de Cocagne plus connu maintenant, ils ont 17 ans, ils sont au pied d'une cité à Sevran. Sevran c'est la deuxième ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis, 45% de chômage, du deal en veux-tu en voilà à côté. Et on développe depuis 17 ans maintenant 3 hectares de culture maraîchère vendus sur le principe qui est maintenant très répandu, des AMAP. Et surtout, on remet en permanence au travail plus d'une trentaine de personnes sur ces jardins qui retrouvent ainsi du savoir-être avant de retrouver du savoir-faire.
l'envie de se lever le matin, l'envie d'être dehors, l'envie de parler avec les autres, et puis elles apprennent peu à peu à s'intégrer plus tard au monde du travail. Alors en même temps, quand on gère des structures comme ça, héberger, soigner, insérer, il faut héberger, donc il faut que l'association trouve sa place dans la cité. Alors je vous ai mis là la première résidence sociale du 16e arrondissement à Paris, sans recours avant que les travaux puissent se finaliser, sans recours du voisinage. Et aujourd'hui, un lieu qui est parfaitement intégré à l'environnement. Le dernier étage de la résidence, on voit la Tour Eiffel. On a ici une quarantaine de logements pour des personnes qui auparavant vivaient, parce que vous savez que l'immobilier à Paris, c'est vraiment un souci, vivaient le plus souvent dans les hôtels du salut social et qui retrouvent ainsi à la fois autour de ces logements, à la fois une cellule familiale qui leur est propre, un logement à elle, et en même temps une animation collective, c'est-à-dire quelqu'un qui sur place va créer aussi les conditions de la rencontre entre les habitants. Je dirais, ouais, je suis abrégé. Ça va? Ça tient encore, il y a plus de l'heure. Le dernier, voilà, on arrive. Le pari qu'on a fait il y a peu de temps, c'est de dire qu'il y avait plein de lieux qui restaient en jachère à Paris, comme sans doute à Toulouse, qui, avant de démarrer les travaux, allaient être fermés, gardiennés, avec des maîtres chiens, et qui n'allaient pas servir. Ici, on est au sein de l'ancien institut de la propriété industrielle, 7000 m², qu'un jour le préfet nous a dit en début de campagne hivernale, prenez-les, mettez-y une centaine de personnes en famille. Aujourd'hui, dans ce lieu de 7000 m², on a 200 personnes qui habitent, on a des espaces de bureaux pour des associations, des entrepreneurs sociaux, et on a développé dans l'ancienne chapelle de ce lieu un espace de coworking, un espace qui fait de l'événementiel, un restaurant. Tout ça d'ailleurs est sous-traité, c'est les partenaires qui le tiennent. Nous on se contente de gérer l'ensemble et de faire la régie de l'ensemble du lieu. Et on est en train d'hybrider nos réponses, comme je dis, j'aime bien le terme, parce que petit à petit, voilà, c'est quelque chose qui rentre dans notre vie. Très brièvement, je pense que ce qui est important dans ces métiers-là, c'est de faire avec les gens et de plus assister. Je pense qu'on est dans un moment de révolution du travail social où effectivement, il faut faire avec les personnes et non plus à leur place et non plus dans l'assistance. Et c'est quelque chose, c'est un phénomène, je crois, important qui se passe un peu partout, ça a été vrai, c'est un peu vrai aussi pour la politique de la ville, c'est comment on rend les gens acteurs du changement à nos côtés. Et la dernière image, ça c'était le petit clin d'œil. On fait très peu de campagnes de pub à Aurore. Et puis des publicistes qui voulaient se racheter une bonne conscience nous ont proposé de faire une campagne pour nous. Et alors peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ça sur les réseaux sociaux, parce que les 1000 affiches qui faisaient coller dans le centre de Paris ont fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux un peu partout. Et du coup on a pu, et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'on cherchait uniquement ça, en dehors des périodes d'hiver, faire parler du phénomène du sans-abrisme, mettre un peu de dignité dans tout ça, et démontrer que, à la fois, personne ne rêve d'être un assisté, tout le monde rêve de s'en sortir, et que la solidarité reste un mot qui doit être encore d'actualité. Voilà, merci.